Je vous ai dit hier mon plaisir de vous retrouver. Je veux partager maintenant avec vous les enjeux de la période tels que l'UNIOPS souhaite les prendre en compte. À l'automne dernier, je disais que le temps de l'esquive était révolu. Je ne croyais pas si bien dire, tant de tous les côtés que l'on se tourne, nous devons redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance d'abord parce que la guerre à nos portes en Europe nous menace directement. Ensuite, parce que la guerre au Moyen-Orient, au-delà de ses conséquences géostratégiques, a déjà des conséquences très concrètes avec l'augmentation du prix de l'essence et nous serons ainsi, l'UNIOPS, aux côtés des services d'aide et de soins à domicile, déjà fragilisés, qui la subissent au risque de ne plus pouvoir remplir leur mission. Redoubler de vigilance aussi, ensuite, car sur la scène internationale, des prédateurs puissants considèrent nos démocraties comme des inepties et même des contre-exemples par rapport au modèle qu'ils veulent imposer pour régir le monde. Redoubler de vigilance encore, parce que face aux géants technologiques pour lesquels l'espèce humaine et le vivant sont avant tout un marché, une source de profit à maximiser, qu'il faut contraindre par tous les moyens, y compris par la manipulation des esprits. Et en France même, nous devons redoubler de vigilance sur le risque de dérapage de nos comptes publics qui se superpose à une crise démocratique auto-entretenue par un débat public dans lequel nos concitoyens ne se retrouvent majoritairement plus. Cette défiance s'est encore manifestée lors des élections municipales avec une forte abstention. De plus, nous avons assisté dans de nombreuses communes à une forme de tenaille identitaire des deux côtés de l'échiquier politique. Alors nous, acteurs des solidarités et de la santé, qu'avons-nous à faire dans cette France fracturée qui se perd à force de ne plus chercher à se retrouver? Avons-nous même un avenir, nous qui prônons le respect des individus, qui sommes intransigeants sur les droits fondamentaux des personnes, qui pensons la qualité de l'attention aux autres avant le profit que cela pourrait engendrer? Ma réponse est clairement oui, mais à condition, nous aussi, de ne pas esquiver les mutations en cours. D'abord, nous devons nous mobiliser pour écarter les fausses solutions. Si la France doit se réarmer en termes de défense nationale, sans doute, si nous devons juguler notre dette, il ne faut pas, comme je l'ai déjà dit, jeter les solidarités avec l'eau des déficits. Ce sont en fait les solidarités en acte qui rendent aussi la France plus soudée, plus forte face aux différentes menaces. Notre action au quotidien dans tous les territoires est ainsi doublement vertueuse. Nous répondons à des besoins de manière plus économe, cela a été dit ce matin, pour chaque Français par rapport au système assurantiel individuel qui existe ailleurs. Mais en faisant cela, nous confortons, nous réarmons socialement notre pays. Ensuite, vous me permettrez ce matin de dire que cela mérite peut-être un retour en arrière pour savoir finalement d'où nous venons et pour penser le présent et éclairer l'avenir. Il y a 130 ans exactement, en 1896, Léon Bourgeois, un homme d'État un peu oublié de nos jours, publie un livre intitulé justement « Solidarité ». Il y développe les concepts de dette sociale par ces mots. L'homme ne devient pas seulement au cours de sa vie un débiteur de ses contemporains, dès le jour de sa naissance, il est un obligé. L'homme naît débiteur de l'association humaine. Ainsi, dans cette conception, les individus naissent socialement associés et ont une dette vis-à-vis de la société. Cette idée de ce qu'on appelle le solidarisme a donné naissance au salaire minimum, à l'impôt sur le revenu, bien des années plus tard à la sécurité sociale, dont nous avons célébré les 80 ans d'existence, et également au mouvement mutualiste. Et d'ailleurs, à la même époque, en 1898, Jean Jaurès pensait le progrès social comme un individualisme logique et complet, où l'accomplissement individuel se situe dans une société apaisée car collective et solidaire. Et donc finalement, le questionnement de ce congrès sur la place de l'individu et du collectif ne date pas d'aujourd'hui. Ma conviction est d'ailleurs que nous sommes à la fois les héritiers de ce solidarisme des origines, tout en devant l'augmenter d'une dimension supplémentaire. En effet, en pratique, nous sommes les faiseurs de cette solidarité du quotidien. Celles et ceux qui créent des liens entre les individus par des actions bénévoles ou au sein d'organismes que nous gérons. Avec cette patte humaine en effusion, nous forgeons en continu une certaine idée de la République. Mais aujourd'hui, dans le même temps, devant les mutations profondes présentes et à venir, le virage démographique, le changement climatique, le développement en masse de nouvelles technologies, la volonté de réponses les plus individualisées possibles, une nouvelle étape est à franchir.
Ainsi, au-delà d'un devoir un peu figé envers la société, nous ajoutons concrètement une nouvelle dimension, l'interdépendance et le droit de chacun à être reconnu pour ce qu'il est et ce qu'il veut. C'est une double inclusion entre la société et la diversité des individus et de leurs aspirations. C'est ce que démontre aussi, je crois, Robert Laffort, qui accompagne l'UNIOPS depuis des années et qui ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui, quand il écrit « Entre le retour entre un tribalisme généralisé et nécessairement conflictuel et le rétablissement d'un autre côté, le rétablissement improbable d'un grand intégrateur unique et tout-puissant, il y a place pour des médiations collectives instituées. » Pour résumer, faire le choix des solidarités et du secteur non lucratif pour les mettre en œuvre, ce n'est pas glorifier un passé dont nous sommes fiers. C'est agir pour un présent qui émancipe des vulnérabilités humaines et qui, par notre interdépendance, reconnaît notre diversité. Et partant de là, c'est mieux préparer l'avenir. Et voilà en quoi nous sommes à la fois les vecteurs de ce solidarisme augmenté du XXe siècle et ce qui nous permet d'aborder les questions du moment que je prendrai de manière plus concrète. Cela a été dit aussi ce matin à l'instant par Yann, je crois. Dans les mois qui viennent, le sentiment que l'on peut avoir jusqu'en septembre prochain, c'est qu'il semble que le gouvernement veuille rattraper en 6 mois ce qui n'a pas été fait en 5 ans. Les projets se bousculent dans un agenda bien contraint et sans grand espoir que les budgets suivent. Si nos interlocuteurs à la tête de l'État ont tous et toutes été de bonne foi, et donc chacun reconnaît la tâche compliquée avec une absence de majorité au Parlement, je le dis tout net, l'UNIOPS a épuisé sa dose de patience et de retenue habituelle. Après l'épisode que nous avons vécu depuis le début du quinquennat, et je vais prendre pour exemple la question du grand âge, pour se remémorer le film. Donc, qu'avons-nous vécu depuis 2022 sur ce seul secteur? Nous avons été appelés à construire la fabrique du bien vieillir, qui devait amener à un projet de loi co-construit. Projet de loi qui a été finalement dissous dans une proposition de loi bien vieillir en 2023, très peu fournie au départ, mais au sein de laquelle la nouvelle ministre, avec le soutien de la première ministre du moment, approuvait ensemble dans l'hémicycle la volonté des députés exceptionnellement tous d'accord pour voter le principe d'une loi de programmation que tout le secteur réclame. Mais cette même loi de programmation, dont on apprenait par la ministre suivante qu'il n'en avait jamais été fait question au sein de l'État. À la suite, en 2024, un accord conventionnel est conclu dans la branche la basse, un accord agréé par le gouvernement et qui s'applique donc à nos organismes et nous découvrons, à peine est-on enjoint de l'appliquer, qu'il n'est pas ou très partiellement financé, notamment par les départements qui se disent non informés de l'évolution des discussions, pourtant relayées dans l'excellente presse spécialisée. S'ensuivent des discussions avec ces derniers, les départements et le ministre suivant, puis avec sa successeur, qui était aussi sa prédécesseur. J'espère que vous suivez. Le tout pour signer un accord de financement avec Départements de France, accord qui n'engage formellement aucun des départements de France. Entre-temps, dans la branche du domicile, les avenants signés ne sont pas agréés par crainte de non-financement, alors qu'il est demandé aux partenaires sociaux d'aboutir à des accords de revalorisation des métiers pour lutter contre le manque d'attractivité. Enfin, début 2026, le ministère annonce un futur plan grand âge, peu concerté, aux contours a priori peu novateurs, annonce contredite quelques jours plus tard par la démission de la ministre. Nous en sommes là. Et d'ailleurs, on ne parle plus de plan de grand âge comme s'il n'avait jamais existé, et sans doute ai-je oublié quelques étapes. Alors, je ne compte pas faire le même exercice dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance, de la santé, du logement d'urgence ou de la lutte contre l'exclusion, et je ne cite pas tous les secteurs que vous représentez, puisque les mêmes causes produisent sensiblement les mêmes effets. Bref, si les associations doivent sans doute progresser dans leur organisation, transformer en continu leur offre, l'exemple, pour le moins, ne vient pas de ceux qui nous enjoignent à une quelconque efficacité. Pour être honnête,
Pour être honnête, dans la période, certains sujets ont avancé. Je pense par exemple à la fusion des forfaits soins et dépendance dans les établissements grand âge, mais on est loin de répondre par une organisation et des financements pérennes et robustes, financements et organisations qui devraient répondre aux besoins majeurs qui se profilent. Beaucoup reste à faire, notamment pour mettre en œuvre une vraie cinquième branche dans le champ de l'autonomie que nous appelons de nos vœux, avec un conseil de la CNSA réellement exécutif, et j'en discuterai avec le prochain président qui sera nommé dans quelques jours, et des services publics départementaux de l'autonomie, des SPDA, qui construisent l'offre d'accompagnement dans les territoires. Il est encore temps pour nous d'obtenir cette vraie cinquième branche, et je vous appelle à vous mobiliser pour cela. Dans le même temps, nous subissons des décisions néfastes, là aussi il en était question ce matin, de la part de certains départements et de l'État qui remettent en cause l'existence même des acteurs non lucratifs. Ici, sans tout à fait l'avouer, on installe ou on conforte des acteurs lucratifs, ou récemment on décide de supprimer une grande part des activités du secteur associatif habilité, donc qui fonctionne avec le ministère de la Justice, secteur pilier depuis des années de la prévention de la récidive et de l'accompagnement des victimes. Plus globalement, dans les quelques mois qui courent jusqu'à l'été, nous devrions avoir un projet de loi sur une allocation sociale unifiée, l'ASU, qui pourra impacter des millions de ménages et dont l'application concrète n'est prévue qu'en 2029, donc dans des conditions politiques et économiques inconnues, et surtout avec des paramètres dont on nous dit qu'ils seront décidés à ce moment-là. Nous attendons au moins un cadre de concertation sérieux qui n'existe pas aujourd'hui, doutant que ce projet contient un risque de stigmatisation des bénéficiaires alors que le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé. Premier point. Deuxième point, la conférence nationale du handicap qui se tiendra au début de l'été et pour laquelle nous nous mobilisons afin qu'elle ne soit pas aussi déceptive dans son organisation que l'était la précédente. Elle devra permettre d'enjamber réellement l'élection présidentielle en engageant des mesures de progrès et non se réduire uniquement au bilan des 2 quinquennats. Troisième projet, une refondation annoncée de la protection de l'enfance. La ministre nous en a parlé hier, avec un projet de loi à la portée aujourd'hui relativement limitée, mais que le gouvernement veut voir adopter avant l'été. S'est tenu au mois de février un comité stratégique de la protection de l'enfance, dont je fais partie, et je me suis félicité à ce moment-là de cette forme de réinvestissement bienvenu de l'État au sein de la protection de l'enfance. Néanmoins, il y a eu cette première réunion, et je dois vous dire que j'en attends la deuxième, puisqu'un comité stratégique doit discuter de stratégie, et que j'attends de pouvoir dire avec les acteurs du secteur quelle stratégie nous semble bonne à prendre dans ce secteur en crise depuis des années, qui conforte quand même un certain nombre de réussites. Point suivant, concernant la décentralisation et la réorganisation de l'État. Un ou plusieurs projets de loi ou des modifications réglementaires sont attendus après les déclarations fortes du Premier ministre à l'automne. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, je ne sais deviner le point d'arrivée, d'autant qu'il n'y a eu aucune réunion de concertation à ce sujet depuis décembre. Mais l'UNIOPS a d'ores et déjà, dans la dernière réunion de notre conseil d'administration, fait savoir les lignes rouges à ce sujet. Point suivant, des évolutions majeures sont en cours concernant la tarification dans le champ du handicap, vous le savez, mais aussi dans le champ de l'hébergement d'urgence, qui devront être finalisées cette année. Leurs conséquences sont aujourd'hui complètement incertaines pour les établissements concernés, alors que, en plus, dans le champ de l'hébergement d'urgence, la fusion non financée des conventions collectives CHRS et CCN 68 doit se faire au mois d'août, dans de grandes difficultés. Et enfin, mais Benoît Hamon la citait tout à l'heure, l'adoption par la France de la stratégie nationale ESS, pour laquelle je me suis mobilisé, et afin qu'elle contienne des engagements fermes de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, pour choisir, quand cela est possible, des structures non lucratives pour mettre en œuvre les politiques publiques. Ce document devait d'abord être adopté en novembre, puis ce 23 mars, et cela, ça a été dit, a encore été repoussé. À cela s'ajoutent certaines conséquences du PLF 2026, comme le paiement pour la première fois de la taxe d'apprentissage, qui sera un surcoût pour les établissements et les services d'environ 225 millions d'euros dans notre secteur, argent toujours non compensé à l'heure où je vous parle.
tout comme la suppression de crédits pour l'hébergement d'urgence qui nous renvoie à une forme d'insincérité budgétaire. Alors, tout comme vous, je n'aborde pas sereinement les discussions à venir concernant les lois de finances 2027, ni la manière dont nos sujets seront abordés lors de l'élection présidentielle dans un an. En fait, chacun le sent bien, un vent mauvais souffle sur les solidarités, sur les personnes accompagnées, ou qui devraient l'être, et sur les associations que nous représentons. Alors, je veux le dire solennellement aujourd'hui, sans les associations, la France perdra le combat. Le combat de l'accompagnement de toutes et tous face à des vulnérabilités de l'existence, donc le combat en faveur d'une certaine idée de la République. Plus prosaïquement, les solidarités, c'est comme le vélo. Quand on arrête de les pratiquer, cela ne s'oublie pas et on regrette de ne plus en faire. Mais aussi, les solidarités, c'est comme le vélo, quand on arrête de pédaler et donc d'avancer, on tombe. Or, aujourd'hui, la plupart des associations connaissent des baisses nettes de financement, des financements qui ne correspondent ni aux besoins qui s'expriment dans les territoires, ni à la prise en compte de l'inflation passée, ni au respect des accords conventionnels agréés, ni même encore aux coûts supplémentaires dus à certaines nouvelles obligations normatives. Ce qui n'est plus un risque, mais des faits vécus par beaucoup d'entre vous ici, ce sont des restructurations poussées à leurs limites, des licenciements contraints par un manque de ressources, un découragement des bénévoles qui assurent des responsabilités de gouvernance et le sentiment de ne pas pouvoir être bienveillant, parfois, pour certains professionnels. Le tout avec comme conséquence des ruptures d'accompagnement pour les personnes concernées, voire l'impossibilité de répondre aux besoins. Alors, comme acteurs de la société civile, nous devons prendre aussi nos responsabilités, afin de permettre aux citoyens de s'approprier et de s'exprimer sur l'ensemble de ces sujets. Nous le ferons comme nous savons le faire, de manière offensive, car l'action sociale est par nature positive et déterminée. C'est le sens des États généraux de la santé et de la protection sociale, dont il a de nombreuses fois été question dans ce congrès, et qui déboucheront sur une expression forte à l'automne. Ce doit être aussi l'occasion de poser clairement un certain nombre de sujets qui doivent être tranchés. Nous disons par exemple notre refus de la financiarisation de la santé et de l'action sociale, car on ne peut pas continuer de laisser devenir notre secteur de gigantesques marchés où des spéculateurs sans scrupules peuvent s'installer, solvabilisés par des allocations personnelles publiques, sans se soucier de l'attention au plus grand nombre. Dans ce cadre également, il faut veiller nous-mêmes à ne pas vouloir ressembler au secteur lucratif. Le risque majeur pour notre secteur serait d'accompagner une forme de dépolitisation des politiques publiques de santé et de solidarité. Si la bonne gestion est une nécessité, si l'innovation dans toutes les directions est une chose à poursuivre, nous devons refuser que la capacité à faire du reporting quasi en continu soit l'outil principal permettant de mesurer la qualité de nos interventions. Donc cela passe. Merci. Donc cela passe aussi pour nous, partout où nous sommes, à ne pas se détourner des lieux spécifiques de représentation de l'économie sociale et solidaire au profit d'autres structures qui indifférenciées, mêlant acteurs lucratifs et non lucratifs. En effet, nous sommes les seuls à avoir comme acteurs privés une parole libre et comme acteurs non lucratifs l'ambition de délivrer conjointement de la solidarité sociale et de l'efficacité économique. Ne plus mettre en avant cette spécificité, c'est nous condamner nous-mêmes. Je voudrais maintenant terminer mon propos par la situation des salariés de notre secteur. Est-il normal que l'on ne puisse pas vivre correctement des métiers reconnus par tous comme essentiels ? Est-il acceptable que des professionnels en situation sociale très précaire soient mis en responsabilité devant les enfants à protéger ou devant des personnes en perte d'autonomie ? Est-il tolérable qu'ils soient épuisés par un exercice professionnel avec des taux d'encadrement trop faibles ? C'est pour répondre à ces situations que je continue de demander que la parole de l'État soit tenue et que donc soit mis enfin en place ce qui est attendu depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire un comité des métiers socio-éducatifs que Jean Castex, alors Premier ministre, avait conçu, je cite, pour être le garant de la reconnaissance des professionnels. Mais plus globalement, je veux prendre au mot les responsables publics qui affirment qu'il faut que le travail paie.
D'autant plus que je crois qu'il faut que le travail paie. Mais dans notre secteur, trop souvent, le travail ne paye pas. D'autant que, il faut le dire clairement, chez nous, les employeurs ne sont pas les payeurs, puisque nos ressources viennent essentiellement des dotations publiques. Nous devons donc imposer le débat d'une revalorisation des métiers et des carrières dans nos secteurs, sans laquelle, quelles que soient nos intentions, nous continuerons de constater non seulement un manque d'attractivité, mais un départ continu des professionnels. Se résoudre à l'ubérisation des métiers de l'humain, c'est aussi abandonner notre ambition de l'action sociale. Ce débat, nous le porterons lors des échéances nationales, car il conditionne tous les autres. Nous verrons alors comment les paroles définitives sur la reconnaissance du travail se traduisent ou non en engagements concrets, et également, car c'est lié, pour obtenir non seulement une reconnaissance du travail, mais de meilleurs taux d'encadrement. Alors, dans la maison commune des acteurs non lucratifs des solidarités, que je ne renonce pas à vouloir construire avec nos partenaires, il doit y avoir une place pour un dialogue et un débat plus serein avec les salariés et leurs représentants. Non pour être d'accord sur tout, mais pour aller ensemble vers l'essentiel. En fait, on en revient toujours là. Les droits fondamentaux des personnes d'un côté, la reconnaissance des professionnels qui les accompagnent de l'autre et la viabilité des associations qui assument une large partie de l'action publique sont indissociablement liés. Ils ne peuvent se concevoir l'une sans les deux autres. Chers amis, mesdames, messieurs, Paul Éluard écrivait que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, puisque nous ne céderons jamais à la France de la défaite, soyons au rendez-vous des mois à venir, où nous sommes, nous, de cette France ouverte, de cette France active, de cette France battante, de cette France belle, car elle est enthousiaste. Et soyons, comme nous l'avons toujours été, mobilisés, car c'est notre nature, et déterminés, car c'est notre raison d'être. Merci.